Imaginez un simple corps, comme une bille ou un caillou, initialement immobile et se mettant en mouvement de plus en plus rapide, comme ceci. Pensez-vous que ce corps puisse initier ce type de mouvement de lui-même? Notre bon sens, notre expérience quotidienne nous dit non. Il est impossible que ce mouvement se produise sans influence extérieure, pas pour une simple bille. Autrement dit, ce mouvement a été sûrement provoqué par une cause extérieure. Regardez cette même bille simple qui glisse. Puis, à un certain instant, son état de mouvement change. Il est de plus en plus rapide. Pour bien apprécier le mouvement, répétons-le, mais en gardant cette fois des traces à des intervalles de temps réguliers. Chaque 15e de seconde, par exemple, un cliché instantané de la bille est pris. Alors, pensez-vous que ce corps puisse changer son état de mouvement de lui-même? Regardez encore cette même bille simple qui glisse, puis, à partir d'un instant donné, son état de mouvement change et devient plus lent. Alors, qu'en dites-vous? Effectivement, il est assez intuitif ici de nous demander quelle est la cause qui produit ce changement d'état de mouvement de la bille ici, ou à cet instant-là. Regardez encore cette simple petite bille, initialement immobile. Voilà qu'il se met en mouvement de plus en plus rapide, vers le bas. Alors, ce mouvement, qu'en dites-vous? On dirait que c'est simplement la bille qui tombe. Oui, tout à fait. Ce mouvement particulier a bien été causé par une influence extérieure et nous pouvons identifier que c'est bien la Terre, la planète Terre, qui exerce une attraction sur ce corps. Ces exemples sont assez intuitifs et simples, mais nous pouvons en tirer une idée générale. En examinant un mouvement, en l'analysant, nous pouvons remonter à ses causes, ou inversement, en connaissant d'avance les causes possibles, nous pouvons prédire le mouvement. Dans les deux cas, la description mathématique précise du mouvement est nécessaire. Cette partie du travail est appelée cinématique du mouvement. Et c'est à cet aspect cinématique du mouvement que nous allons nous intéresser au début de cette série de vidéos. D'abord, comment savoir si un corps est en mouvement? Il suffit de remarquer qu'il a fait un déplacement ou un changement de position entre deux instants différents. Ceci nécessite donc un repère, un axe rigide et gradué comme ceci. Dans le cas où le mouvement est rectiligne, c'est-à-dire un mouvement qui se fait le long d'une droite, définir l'axe gradué OX le long de cette droite même facilite beaucoup le travail de description. Maintenant, cet axe va servir de règle qui nous permettra de relever les valeurs possibles de la position X du corps mobile en fonction du temps. Alors, notre question, comment savoir si un corps est en mouvement? C'est simple. Si sa position X varie au cours du temps, alors ceci indique qu'il y a un déplacement. D'ailleurs, cette différence de position entre les instants T1 et T2 est appelée déplacement et on le note par ce symbole, Δx. Le déplacement est une quantité algébrique, positive si le corps M se déplace dans le sens des x croissants, négative si M se déplace dans l'autre sens. Et elle est particulièrement nulle si M reste immobile. Mais ce déplacement, à lui seul, est-il vraiment une description complète du mouvement? Ces deux corps ont fait le même déplacement Δx, mais il est assez intuitif ici de remarquer que la bille jaune a effectué son déplacement plus rapidement, c'est-à-dire en une durée plus petite. Nous introduisons alors la vitesse algébrique du corps, définie par le rapport Δx sur Δt. Elle exprime ainsi la rapidité du déplacement en mètres par seconde ou en kilomètres par heure ou autre, ayant effectué le même déplacement mais en une durée plus courte. C'est la bille jaune qui a la vitesse algébrique la plus grande dans cet exemple. Attendez un instant, quelque chose cloche dans ces définitions. En lançant une bille vers le haut, elle redescend et reprend sa position de départ.
Cela veut-il dire que sa vitesse est nulle, tout comme cette deuxième bille qui est restée immobile pendant tout le temps? En fait, cette grandeur n'est en réalité que la vitesse moyenne entre les deux instants considérés. Nous pouvons distinguer les deux mouvements en rajoutant plus de précision dans la description. En découpant le déplacement net total en deux par exemple, nous voyons que la bille jaune possède une vitesse algébrique positive durant la phase de montée et une vitesse algébrique négative, de valeur opposée, durant la phase de descente. Donc en rajoutant ce point intermédiaire, la description est devenue un peu plus précise. Oui, tout à fait, nous pouvons augmenter cette précision dans la description autant que nous voulons. Il suffit de rajouter plus de positions intermédiaires et calculer la vitesse moyenne entre ces différents instants. Mieux encore, si ces positions sont prises au bout de durées égales, comme c'est bien le cas dans nos exemples, alors plus le delta x est grand, plus la vitesse algébrique moyenne sur cet intervalle est grande. Ainsi, à travers cette série de clichés, qui sont assez rapprochés dans le temps, nous pouvons qualitativement déceler à l'œil même que la vitesse algébrique ici est positive et décroissante, qu'elle s'annule ici en ce point où m rebrousse chemin, puis qu'elle devient de plus en plus négative. Et jusqu'où pouvons-nous pousser la finesse de ce découpage? Aussi petit que cet intervalle puisse être. Mathématiquement, ceci revient à faire tendre ΔT vers 0, ou bien à faire tendre T2 vers T1. C'est la même chose. C'est la vitesse algébrique instantanée du point mobile, ou vitesse algébrique tout court de ce mobile sur cette droite. La vitesse algébrique étant égale au déplacement par unité de temps effectué par m, elle est physiquement homogène à une longueur divisée par un temps, ou à une longueur multipliée par l'inverse d'un temps. Donc nous pouvons l'exprimer en mètres par seconde, ou en kilomètres par heure, ou en kilomètres par seconde, ou autre. Dans le système international, c'est le mètre seconde moins 1, bien sûr. Pour convertir ces unités aisément, il est possible d'utiliser le fait qu'il y ait 1000 mètres par kilomètre. C'est un rapport qui est égal à 1. En multipliant par ce rapport et en simplifiant par le kilomètre, nous avons une première conversion de l'unité de distance. Nous savons aussi qu'il y a 3600 secondes par heure, 60 fois 60. Donc en divisant cette fois par ce taux de conversion et en simplifiant l'heure, nous convertissons l'unité de temps. Maintenant, nous avons notre vitesse qui est exprimée en unité du système international, le mètre seconde moins 1. Faisons un petit exercice. Le conducteur d'un véhicule fait le choix irresponsable de ne pas respecter la limitation de 50 km par heure et de rouler à la dangereuse vitesse de 80 km par heure sur toute la route qui traverse un petit village supposé rectiligne et longue de 1,2 km. Calculez en secondes la durée taux qu'il pense avoir gagnée. Alors cette durée qu'il pense avoir gagnée, taux, est égale à la durée de traversée du village à la vitesse 50 km par heure, moins la durée de traversée du village à la vitesse 80 km par heure. La vitesse étant supposée constante, donc on utilise cette formule et chacune de ces durées est égale à la distance parcourue, delta x, qui est égale à 1,2 km, divisé par la vitesse correspondante, ici 50 km par heure et ici 80 km par heure. Et tenant compte des unités utilisées dans ce calcul numérique, elle s'exprime en heures. Donc pour la convertir en secondes, dans ce cas, il faut multiplier par 3600. Oui, il y a 3600 secondes par heure. On simplifie heure et nous avons notre résultat exprimé en secondes. Cette trentaine de secondes qu'il pense avoir gagné est bien sûr insignifiante si on la compare aux conséquences d'un accident à cette vitesse-là. Nous pouvons alléger cette notation et la rendre un peu plus flexible en écrivant ceci. Vx est égal à dx sur dt.
Mais qu'est-ce que c'est que ce dt? C'est une durée, mais qui est très petite. On dit que c'est une durée infinitésimale ou élémentaire. Il s'agit simplement d'une manière d'écrire la différence entre les deux instants t1 et t2, mais dans le cas où ils sont très proches l'un de l'autre. On dit que dt est la différentielle de t. C'est comme un delta t, mais en version très petite. Par exemple, ce mouvement a une durée totale de 2 secondes. Si nous découpons cette durée en 2000 petits intervalles, ayant chacun une durée de 1 millième de seconde, alors nous nous rapprocherons un peu de l'idée de dt. Alors on peut présumer que ce dx est aussi la différentielle de x. Oui, absolument, c'est le déplacement effectué entre les instants très proches t1 et t2. C'est un déplacement élémentaire. Et tout comme la vitesse algébrique moyenne est le rapport du déplacement à sa durée delta t, la vitesse algébrique instantanée est le rapport du déplacement algébrique élémentaire à sa durée élémentaire dt. L'avantage ici est clairement le gain en précision, mais aussi la nature de l'opération mathématique à effectuer. Bien plus que le fait d'être le rapport de ces deux quantités, la vitesse algébrique ici est la dérivée de la fonction x de t si l'on prend t comme variable. Ce symbole indique une opération de dérivation. Conséquence, si nous connaissons l'évolution de x en fonction du temps, nous pouvons calculer Vx en fonction du temps par dérivation. Intéressant. Est-il possible de faire l'inverse? Est-il possible de calculer plutôt le déplacement total entre deux instants non voisins? Oui, il suffit d'additionner tous les déplacements élémentaires entre ces deux instants et de remplacer chaque déplacement par la vitesse fois sa durée, comme ceci. Mais pour que cela soit exactement égal à delta x, il faut que dx soit infiniment petit, bien sûr. Il s'agit donc d'une somme continue et non d'une somme discrète, d'où ce signe intégral. Le calcul de x en fonction du temps est similaire, puisque delta x est égal à x à l'instant t moins x à l'instant t0. Donc nous pouvons écrire que x à l'instant t est l'intégrale entre t0 et t de Vx dt', plus cette constante x à l'instant t0. Ou encore, on peut simplifier l'écriture en disant que x de t est une primitive de Vx de t plus une certaine constante. Alors, connaissant l'évolution de la position, nous pouvons déduire celle de la vitesse par dérivation. Et inversement, connaissant la vitesse, nous pouvons déduire la loi horaire x en fonction du temps par primitive ou par intégration. Faisons un petit exercice. Si Vx de t est égal à une constante, appelons-la V0. Alors x en fonction du temps étant une primitive et s'écrit sous la forme V0 fois t plus une autre constante. Clairement, x de t augmente de façon régulière au cours du temps. Mais quoi faire de cette constante? Remarquez qu'à l'instant initial, t égale à 0, x est égal à c. Ah voilà donc, c peut être fixé si l'on connaît cette position initiale x à l'instant 0. Intéressant. Ce type de mouvement où la vitesse reste constante est un mouvement rectiligne uniforme. Notons-le ici. Mais tous les mouvements ne sont pas uniformes, car la vitesse peut varier au cours du temps. Et c'est cette variation de vitesse qui nous a permis, au début de la vidéo, de sentir assez intuitivement que ce changement d'état du mouvement doit bien avoir une cause. Donc, schématiquement, on écrit que la variation de vitesse doit bien avoir une certaine cause. Avant de parler des causes possibles ou de leur avènement, comment décrire avec précision la variation de la vitesse algébrique? On pourrait bien utiliser le delta Vx ou mieux encore sa version infinitésimale dvx, c'est-à-dire la différentielle de la vitesse. Mais il nous est assez clair maintenant qu'il existe une différence entre deux voitures
l'une pouvant passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes, alors qu'une autre peut le faire en 8 secondes seulement, par exemple. C'est la variation de vitesse par unité de temps qui permet de quantifier cette différence. Cette grandeur est appelée accélération algébrique. Étant la variation de vitesse algébrique par unité de temps, elle est physiquement homogène à une vitesse divisée par un temps, ou à une vitesse multipliée par l'inverse d'un temps. Or, la vitesse, rappelez-vous, est homogène à une longueur multipliée par l'inverse d'un temps. Donc, l'accélération est homogène à une longueur multipliée par l'inverse du carré d'un temps. Dans le système international, elle s'exprime en mètres secondes moins 2. Si nous voulons exprimer cette accélération dans les unités du système international, il faut convertir, sachant qu'il y a 1000 mètres par kilomètre, et convertir l'unité heure ici en secondes, sachant qu'il y a 3600 secondes par heure. Donc en simplifiant kilomètres et en simplifiant heure, nous avons un résultat exprimé en mètres secondes moins 2. Donc ceci correspond à une accélération de 2,5 mètres secondes moins 2 environ. L'accélération algébrique est positive si la vitesse algébrique est croissante et négative si Vx de t est décroissante. Car cette écriture signifie aussi que Ax est la dérivée par rapport au temps de Vx. Nous pouvons aussi en déduire que Vx est une primitive de Ax. La variation de vitesse entre les instants t0 et t, Vx de t moins Vx en t0, est la somme de toutes les petites variations de vitesse dVx. Et chaque dVx est égal à Ax fois dt. En ramenant cette constante, Vx à l'instant t0, de ce côté-là, nous pouvons écrire de manière assez générale que Vx à l'instant t est une primitive de Ax plus une certaine constante. Alors, connaissant l'évolution de la vitesse au cours du temps, nous pouvons en déduire l'accélération par dérivation, et inversement, connaissant l'accélération, nous pouvons déduire la vitesse par primitive ou intégration. C'est la suite logique de ce schéma récapitulatif. Reprenons un peu l'exercice précédent, où Vx de t est supposé égal à une constante positive V0. Calculons l'accélération algébrique correspondante. Par dérivée, elle est nulle quel que soit t. C'est la dérivée d'une constante. Donc le mouvement rectiligne uniforme est un mouvement à accélération nulle. Retenons-le. Prenons maintenant un troisième exercice, où Ax de t est égal à une constante non nulle. Appelons-la A0. Exprimez la vitesse algébrique ainsi que la loi horaire x de t. Alors, quelle est la primitive d'une constante A0? C'est une fonction de la forme A0 fois t plus une constante que nous appelons C'. Que faire de cette constante C'? C'est la vitesse initiale. Il suffit de remplacer t par 0 pour s'en assurer. Vx de 0 égale C'. Nous pouvons remonter maintenant jusqu'à x de t par primitive. Alors une primitive de cette fonction, pour ce premier terme, on a 1 demi A0 à t au carré. Pour ce terme-là, nous avons Vx de 0 fois t plus une autre constante, c secondes. Et encore une fois, en remplaçant t par 0, nous voyons que c secondes est égal à x à l'instant 0. Nous voyons donc la nécessité de connaître les conditions initiales, la position initiale et la vitesse initiale pour compléter le calcul ici. Nous pouvons maintenant représenter ce x en fonction du temps. On prend ici à 0 une constante négative. Comme vous voyez, c'est une fonction parabole. Ou bien nous pouvons aussi simuler son mouvement comme vous le voyez ici. Voilà x de t qui augmente puis qui diminue. Pourquoi ai-je le sentiment que la vitesse décroît jusqu'à 0, puis croît à nouveau alors que l'accélération algébrique est restée parfaitement constante? En fait, la vitesse dont nous parlons ici est la vitesse algébrique, positive ou négative, qu'il ne faut pas confondre avec sa valeur absolue, la valeur de la vitesse. En ce qui concerne la vitesse algébrique, Vx, elle n'a rien fait d'autre que décroître, et ce de façon régulière,
Elle est passée de 6 à 4, puis à 2, puis à 0, moins 2, moins 4, moins 6. Oui, elle est négative et en mathématiques, cette série de nombres est bel et bien décroissante. Par contre, la valeur de la vitesse, c'est-à-dire ici la valeur absolue de la vitesse algébrique, elle, passe de 4 à 2, puis 0, mais ensuite de la valeur absolue de moins 2, valeur absolue de moins 4, et la valeur absolue de moins 6, etc. Elle décroît, puis croît à nouveau. Vu que cette grandeur, la valeur de la vitesse, se rapproche de notre ressenti en tant qu'observateur humain, nous allons lui accorder un peu plus d'intérêt. En fait, il existe un moyen précis de quantifier son évolution. Pour étudier les variations de la valeur absolue de vitesse, nous pouvons étudier les variations du carré de v de x. Oui, parce que la valeur absolue de v de x est égale à la racine du carré de vx. Donc si vx au carré augmente par exemple, valeur absolue de vx augmente elle aussi. Et si elle diminue, alors valeur absolue de x diminue de même. Alors maintenant, ce vx au carré augmente-t-il ou diminue-t-il au cours du temps? Étudions le signe de sa dérivée. La dérivée du carré d'une fonction est donnée par cette formule, d'où la dérivée de vx au carré est égale à 2 fois vx fois la dérivée de vx. Et cette dérivée de vx par rapport au temps, elle n'est autre que l'accélération algébrique ax. Voilà le critère maintenant. Si ce produit, vx ax, est positif, alors la vitesse augmente en valeur absolue. Dans ce cas, le mouvement rectiligne est accéléré. Et si vx ax est négatif, alors la vitesse diminue en valeur absolue. Et c'est un mouvement rectiligne freiné. Et pour compléter le paysage, si ce produit est nul, alors le mouvement rectiligne est uniforme. Pour clôturer cette vidéo, faisons un dernier exercice. À un instant pris comme origine du temps, le conducteur d'une voiture A commence à accélérer suivant une accélération A0 uniforme, passant ainsi de 0 à 100 km/h en 11 secondes. À cet instant même, un camion B est déjà en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse V0 égale à 90 km/h et à une distance D égale à 120 mètres derrière la voiture. Le conducteur a-t-il pris un risque? Expliqué en calculant la distance algébrique qui sépare les deux véhicules. Commençons par étudier le mouvement des deux véhicules séparément. Nous déduirons ensuite la distance algébrique qui les sépare. Le mouvement de la voiture A est uniformément accéléré. Donc nous utiliserons cette loi horaire. Alors que celui du camion B est uniforme, donc d'accélération nulle. Donc nous utilisons cette loi horaire. Ici, la vitesse algébrique de B à l'instant initial est égale à V0, 90 km/h, alors que la voiture A est initialement immobile, à l'arrêt, donc sa vitesse algébrique initialement est nulle. La distance séparant A et B à un instant t peut être déduite en faisant la soustraction de ces deux équations membre à membre. xa à l'instant t moins xb à l'instant t est égal à 1 demi a0t carré plus xa à l'instant 0 moins v0t moins xb à l'instant 0. Dans cet exercice, nous cherchons s'il existe un instant tr tel que la position de la voiture xa et la position du camion sont égales, c'est-à-dire une collision. Cet instant tr vérifie l'équation suivante, où d ici est la distance qui sépare les deux véhicules à l'instant t égale à 0. C'est une équation du deuxième degré. Si son discriminant delta est positif, alors l'instant tr de collision existe, sinon, dans le cas contraire, il n'existe pas. Remplaçons V0 et A0 par leur valeur en système international, le calcul numérique nous donne un discriminant delta égal à 625 moins 600, qui est une valeur strictement positive, donc TR existe. Dans ce cas, si le camion ne freine pas d'urgence, la collision est certaine. Et même si le camion freine,
le risque reste très grand car un certain temps de réponse, une certaine distance de freinage sont nécessaires. Sans oublier qu'il peut y avoir d'autres véhicules sur la route ou que les pneus risquent de déraper. Donc le comportement du conducteur A est très dangereux dans ce cas-là. Résumons. Pour lier un mouvement à ses causes, nous devons décrire avec précision l'une de ses grandeurs, son accélération, sa vitesse ou sa position au cours du temps. Ces trois grandeurs sont définies les unes à partir des autres par dérivation. L'accélération algébrique est la dérivée de la position algébrique, x. C'est sa dérivée seconde. Il s'agit ici d'appliquer deux fois cet opérateur dérivé, d sur dt. D'où cette notation particulière de la dérivée seconde, mettant en jeu ici le carré de cet opérateur dérivé. Il est très clair que nous aurons à manipuler la dérivée dans ce cours de mécanique. Nous introduisons donc la notation suivante pour alléger l'écriture. On symbolise chaque dérivée par rapport au temps par un point au-dessus de la grandeur que l'on dérive. Ainsi, la vitesse algébrique est x point, l'accélération algébrique est vx point ou encore x2 point. Retenez ces définitions car ceci n'est que le début d'une grande série sur la mécanique du point. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Un grand merci pour nous avoir suivis.